19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. Arrivé hier à Alger pour une visite de 5 jours, le président du Conseil de la Choura du Royaume d'Arabie Saoudite, le docteur Abdullah Ben Mohammed Ben Ibrahim Al-Sheikh, a été reçu en audience par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Le détenu politique palestinien Khadr Adnan meurt en prison après une grève de la faim de 87 jours. Les autorités palestiniennes imputent ce crime à l'entité sioniste et exigent une enquête internationale. La province d'Alep en Syrie, ciblée une nouvelle fois par des frappes de l'entité sioniste. Bilan 1 mort et 7 blessés. Alors que l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide ont donné leur accord de principe pour instaurer un cessez-le-feu de 7 jours à partir du 4 mai, le programme alimentaire mondial prévient des dégâts que pourrait engendrer le conflit soudanais dans la région. Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez. Tout d'abord, cette audience accordée ce mardi par le président algérien Abdelmadjid Tebboune au président du Conseil de la Choura du Royaume d'Arabie Saoudite, le docteur Abdullah Ben Mohammed Ben Ibrahim Al-Sheikh, arrivé donc hier lundi à Alger pour une visite de 5 jours, une visite qui reflète la qualité des relations unissant les deux pays frères et constitue une occasion pour réaliser l'intégration et renforcer les liens. Je vous propose justement de l'écouter au sortir de son audience avec le président Tebboune. On a tiré profit des orientations du président et écouté un exposé très intéressant et lumineux de l'histoire de ce pays qui reste gravé à jamais dans toutes les mémoires. Les aspirations du président de la République et celles du peuple algérien envisagent de concrétiser le plan d'action en un programme applicable. On s'intéresse vraiment à ce qui se déroule dans ce pays. Entre-temps, j'ai informé le président des efforts de l'Arabie saoudite dans pratiquement tous les domaines, notamment politiques et économiques, et tous les aspects liant l'Arabie saoudite avec des pays arabes et tous les pays du monde. Décès ce mardi du prisonnier politique Khadr Adnan, haut responsable du djihad islamique qui était en grève de la faim depuis 87 jours dans les geôles sionistes. Un ultime dépassement face auquel le mouvement palestinien hausse le ton. L'autorité palestinienne exige justement une enquête internationale. Naïla Hamouda. C'est dans cet hôpital qu'a atterri le corps du martyr palestinien Khadr Adnan. Un prisonnier politique âgé de 45 ans et qui a accroupi dans les geôles sionistes, décédé des suites d'une grève de la faim de 87 jours, voulant dénoncer la politique de détention administrative abusive. Il est à l'image de milliers d'autres Palestiniens, inculpés sans jugement, encore moins un droit de visite des avocats. Khadr Adnan est parti, laissant derrière lui une famille et une population endeuillée et en colère, mais déterminée à poursuivre le combat. J'aimerais faire passer un message à tous ceux qui ont laissé tomber le cheikh, à tous ceux qui ne nous ont pas cru lorsqu'on les a avertis sur son état de santé. Et voilà, aujourd'hui il est décédé et personne n'a réagi. Qui va prendre soin des familles des martyrs? Qui va leur rendre visite? Le chagrin aujourd'hui n'est pas seulement dans notre foyer, mais dans les foyers de tous les Palestiniens. Tous regretteront le cheikh qui avait l'habitude de leur rendre visite où qu'il soit. Peu de temps après l'annonce de son décès, des roquettes ont été tirées de la bande de Gaza vers l'entité sioniste. En réponse ce matin, le mouvement djihad islamique a annoncé que la mort de Khadr Adnan ne passera pas sans riposte. L'occupation porte l'entière responsabilité et nous jouerons notre rôle dans la lutte contre ces crimes et ces agressions, en particulier ce crime qui a conduit à la mort du martyr, du héros, Cheikh Khadr Adnan.
Les réactions ne se sont pas fait attendre. Le ministère palestinien des Affaires étrangères et des expatriés a tenu l'entité sioniste pleinement responsable de la mort du prisonnier Khadr Adnan. Il a réclamé une enquête sur les circonstances de ce crime. De son côté, le premier ministre palestinien, Mohamed Shtiya, a déclaré que l'occupation sioniste et son administration pénitentiaire ont commis un assassinat délibéré. Les prisonniers palestiniens subissent des tortures physiques et psychologiques brutales. Ils sont notamment confrontés à des refus de soins médicaux, d'oppression et de confiscation de leurs droits et de leur liberté. Avec le prisonnier Khadr Adnan, le nombre de martyrs du mouvement captif est passé à 236 depuis 1967, dont 75 étaient le résultat d'un délit de négligence médicale délibéré. Et pour en parler, direction Al-Quds, où l'on retrouve Amjad Chihab, professeur en sciences politiques. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Merci à vous d'être avec nous. Alors, le cas de Khadr Adnan n'est pas un cas isolé. De nombreux Palestiniens ont perdu la vie dans les geôles sionistes, parfois sans même avoir été jugés. Tout à fait. Il y a à peu près 13 000 arrestations administratives. Adnan Khadr est devenu un symbole de défi, un symbole de volonté. Il a fait 4 grèves de faim. Il a gagné les 4. La 5e, l'armée israélienne, même le ministre intégriste, soi-disant, Itmar Ben Gvir, ils ont décidé de le tuer. C'est un assassinat politique au premier degré et ils voulaient débarrasser de lui. Il est devenu un symbole de défier l'armée israélienne, un symbole aussi d'incarnation d'une personnalité palestinienne qui ne cesse pas de faire face à l'occupation, qui appelle toujours à la résistance, surtout à la résistance militaire contre l'occupation. Il a fait une grève de 85 jours et ils ont refusé de lui donner le soin médical. Ils l'ont mis dans une prison, ils ont attendu qu'il meure. Et ils ont fait tout l'impossible pour qu'il quitte la vie avec une leçon qu'ils ont envie de lui passer, que l'arme utilisée par les prisonniers de déclarer les grèves de faim et ne peut plus utiliser contre l'occupation israélienne. Et cet assassinat politique, il a aussi des messages aux Palestiniens, surtout les prisonniers qui maintenant menacent toutes les mesures de renforcement contre les prisonniers. Ils vont essayer, si la réponse palestinienne ne soit pas une réponse forte et qui fait la pression sur l'état d'occupation, à mon avis, ils vont avancer de prendre des mesures encore plus dures contre les prisonniers d'un côté et contre aussi la résistance palestinienne, surtout la résistance palestinienne militaire au nord de Cisjordanie, à Nablus et à Jenin. Très bien, merci pour cet éclairage, Amjad Chihab. Je rappelle que vous êtes professeur en sciences politiques, vous étiez en direct avec nous depuis Al-Quds, c'est la répression sioniste. On en parle justement. Les forces de l'occupation ont arrêté ce mardi 13 Palestiniens dans différentes régions en Cisjordanie occupées. Elles ont notamment pris d'assaut plusieurs régions dans le gouvernorat de Ramallah, celui d'El Khalil et dans la ville de Beit el-Lahm. L'entité sioniste qui s'attaque également à la Syrie, des frappes aériennes sur la province d'Alep dans le nord du pays ont causé la mort d'un soldat et blessé 7 personnes, dont 2 civils. À noter également que l'aéroport international a été touché. Il n'est pour l'heure plus opérationnel. Au volet diplomatique, 3 missions diplomatiques iraniennes en Arabie Saoudite ont repris leurs activités. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, évoquant une nouvelle étape du rétablissement diplomatique du pays au Moyen-Orient.
Nous sommes optimistes et espérons assister au plein fonctionnement des ambassades et consulats d'Iran et d'Arabie Saoudite dans les délais prévus. Désormais, on peut même dire que les 3 agences de l'Iran en Arabie Saoudite, à savoir l'ambassade à Riyad, le consulat à Jeddah et le bureau de représentation auprès de l'Organisation de la coopération islamique à Jeddah, ont déjà commencé leurs activités initiales. Dans l'actualité également, l'ONU redoute un exode massif du Soudan où les combats font toujours rage. La situation sanitaire dans le pays est depuis des décennies une catastrophe, c'est ce qu'a déclaré l'Organisation mondiale de la santé, une catastrophe qui pourrait forcer plus de 800 000 personnes à fuir le pays. Mohamed Ali Ben Chaban. Malgré la trêve, les combats se poursuivent entre factions militaires rivales à Khartoum. Depuis plus de 2 semaines, la situation humanitaire se dégrade tandis que les Soudanais payent le plus lourd tribut des violents affrontements. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies pour les réfugiés tire la sonnette d'alarme et dénonce des conditions de vie lamentables qui pourraient forcer quelques 800 000 personnes à quitter le Soudan. Vous avez certainement remarqué qu'hier le secrétaire général a dépêché Martin Griffiths, le coordonnateur des secours d'urgence dans la région, pour explorer comment nous pouvons apporter une aide immédiate à des millions de personnes dont la vie a été bouleversée. L'ONU et nos partenaires font de notre mieux pour relancer la réponse humanitaire dans le pays. Nous explorons de toute urgence les moyens d'apporter et distribuer des fournitures supplémentaires. Pour l'Organisation mondiale de la santé, la crise sanitaire est désormais passée à l'état de catastrophe. En chiffre, environ 61% des instituts médicaux de Khartoum ont cessé de fonctionner pour les raisons que j'ai mentionnées. En plus des attaques militaires directes, de l'occupation militaire de ces instituts et du licenciement de leur personnel. 23% des hôpitaux de Khartoum fonctionnent partiellement et 16% travaillent à pleine capacité. Raids aériens, tirs et explosions ont de nouveau retenti ce matin dans la capitale Khartoum. L'état d'insécurité qui règne risque d'aggraver une situation déjà chaotique. Et sachez que l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide ont donné leur accord de principe pour instaurer un cessez-le-feu de 7 jours à partir de jeudi 4 mai. Les chefs des 2 camps ont également accepté de désigner leurs représentants qui participeront aux pourparlers de paix. Et après avoir annoncé la levée immédiate de la suspension de ces activités, le Programme alimentaire mondial prévient des dégâts que pourrait engendrer le conflit soudanais dans la région. Plusieurs ONG ont alerté sur la dégradation de la situation de la population civile. Nariman Zekar. Le conflit au Soudan a contraint plus de 100 000 personnes à fuir vers les pays voisins qui font face depuis presque 3 semaines à une importante crise de réfugiés. Les combats bloquent les voies d'acheminement de l'aide humanitaire dans un pays où les 2 tiers de la population dépendent déjà d'une aide extérieure. De son côté, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a décidé de reprendre doucement ses activités après les avoir suspendues le 16 avril dernier suite à la mort de 3 membres de son équipe lors d'affrontements entre l'armée soudanaise et les forces paramilitaires de soutien rapide. Pour que l'aide humanitaire atteigne les personnes qui ont le plus besoin, nous devons avoir un accès sûr. Certains de nos collègues ont été pris dans la ligne de feu et ont malheureusement perdu la vie. Et comme vous pouvez l'imaginer, nous avons dû suspendre nos opérations pour évaluer s'il est sûr pour nous de rejoindre les gens qui sont dans le besoin. Et je crois que beaucoup d'organismes humanitaires, l'ONU et d'autres partenaires font face aux mêmes défis. Cette perturbation a donc été massive et je pense que beaucoup d'organismes ont dû suspendre complètement leurs activités. Nous commençons à peine à voir comment nous pouvons atteindre les personnes qui se trouvent dans des endroits relativement plus sûrs. L'aide parvient toutefois au compte-gouttes. 6 conteneurs de matériel médical de l'OMS sont arrivés, notamment pour traiter les blessés graves et les patients souffrant de malnutrition aiguë. Du carburant de plus en plus rare a été distribué à certains hôpitaux qui dépendent de générateurs.
Néanmoins, la situation humanitaire reste incertaine. Au-delà de Khartoum, le chaos a emporté le Darfour Ouest, où même les civils participent désormais aux violences. Un total de 540 personnes interpellées en France lors des manifestations qui ont secoué le pays hier 1er mai. 305 personnes ont donc été interpellées à Paris et 406 policiers et gendarmes blessés lors de ces rassemblements. C'est le bilan dressé ce mardi par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Sport football et cette première défaite de la sélection algérienne en Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Les Algériens battus en cette deuxième journée de phase de poule du groupe A par une très bonne sélection sénégalaise. 3-0 au stade Nelson Mandela de Baraké dans la banlieue d'Alger. C'est le Sénégal qui prend donc la tête du classement avec 6 points et accède donc au prochain tour. L'Algérie est deuxième avec 3 points. En attendant l'autre rencontre du groupe, ce sera ce soir à 20h entre le Congo et la Somalie. Et entre racisme et discrimination, le football européen ne sait plus sur quel pied danser. Les binationaux, qu'ils soient algériens ou autres, paient le prix fort de leur choix d'avenir en sélection. Le dernier en date, c'est le joueur de la sélection algérienne des moins de 17 ans, Younes Ben Ali, qui ne fait désormais plus partie de l'équipe du FC Nantes, qui a décidé hier de rompre son contrat, même si le club avance des raisons bien précises. Salah Faisal nous en parle. Non au racisme. Pourquoi faire des campagnes anti-racisme ? Où sont passées les valeurs du sport et du football? Le respect de l'autre, le droit d'exister et la diversité sont bafoués. La liberté de choisir une destination sportive est devenue pour la majorité un parcours du combattant. L'histoire retiendra que plusieurs joueurs ont payé les frais de leurs décisions. Le football est un spectacle censé être rassembleur et fédérateur, tout comme la musique. Aucune frontière n'est tolérée. Les binationaux à leur tête, les joueurs africains, souffrent car leur avenir sportif est hypothéqué et mis en jeu en raison de la discrimination de leurs responsables en coulisses et des supporters sur les terrains. Certaines fédérations tentent tant bien que mal de lutter contre le racisme et la discrimination, à l'image de la Première Ligue qui a autorisé les arbitres à marquer une pause pour les joueurs musulmans puissant rompre le jeûne pendant le mois béni du Ramadan. Un tout autre son de cloche en France. La fédération a strictement interdit les arrêts du genre, acte discriminatoire pour les plus sages. Sur le pas de sa fédération, le FC Nantes est allé plus loin. Son coach, Antoine Comboiré, a écarté les joueurs musulmans de son effectif qui continue à jeûner, même pendant les jours de match. Mais simplement, donc, quand tu ne manges pas avec moi, tu n'es pas dans le groupe, tu n'es pas sélectionné. Le cas le plus flagrant, l'international algérien Jouan Hadjem. Lourdement corrigé en finale de la Coupe de France par Toulouse 5-1, le FC Nantes crée une nouvelle polémique, un nouveau acte discriminatoire. La victime, un jeune de 16 ans, un enfant du club, Younes Ben Ali, qui a payé les frais de son choix de porter les couleurs de la sélection algérienne et de participer à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, qu'organise l'Algérie. Le FC Nantes a résilié le contrat du jeune sous prétexte que le tournoi est en dehors des dates FIFA. Le club n'a pas donné son accord, certes, mais reste qu'il n'a jamais apprécié aussi sa culture et sa religion. Une culture que partagent nombreuses stars du football mondial. Être formé en France ou dans un autre pays n'oblige en aucun cas le joueur de porter le maillot du pays formateur. La sélection est un choix du cœur. Sinon, on n'aurait jamais vu un Messi soulever la Coupe du Monde au Qatar avec le maillot argentin. Encore un Zidane offrira une France qui bascule dans la xénophobie, une étoile tant attendue. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Al24 News.